D'accord? Donc voilà la deuxième loi. Troisième et dernière loi, mais à mon avis celle-là vous vous en souvenez tous. Quelle est la relation entre une statistique T et une statistique F? F égale T au carré. Très bien. Eh bien maintenant gardez tout ça en tête. On va commencer à compléter les deux lignes qui se rapportent à C1 et C2. Et la première information qu'on va pouvoir compléter, c'est la valeur de la statistique. Pourquoi est-ce que je vous ai rappelé cette loi? Parce que si on regarde les sorties qu'on avait obtenues la semaine passée, ici, donc je regarde la sortie des contrastes forcément, puisque c'est là que je trouve tout ce qui se rapporte à la variabilité de C1 et de C2, si C1 là C2. Qu'est-ce que j'ai comme statistique? J'ai une T. D'accord? La T associée à C1, elle vaut moins 3,781. Donc comment est-ce que je fais pour connaître la F de C1? Au carré. J'élève cette valeur au carré, exactement. Je reviens à mon slide ici. Voilà, j'ai élevé les deux valeurs des statistiques au carré pour avoir la F. La p-valeur, c'est tout simplement celle fournie par le tableau. Alors attention, n'oubliez pas, pour C1, on avait une hypothèse unilatérale, puisqu'on pensait que les performances seraient meilleures dans les groupes avec entraînement spécifique que dans les groupes sans entraînement. Et donc pour cette raison, j'ai dû diviser ma p-valeur par 2 parce que j'avais vu que les résultats allaient dans le bon sens. Attention, ne faites pas le raccourci de d'office diviser la p-valeur par 2 parce qu'on est en unilatéral. Mais ici, on est en unilatéral et on a vu que les résultats allaient dans le bon sens, donc on divise la p-valeur par 2. D'accord? Alors, autre petite information que j'ai déjà mis dans les slides, degré de liberté égale 1. Quand j'étudie un contraste, j'aurai toujours un seul degré de liberté. C'est le principe, c'est qu'en fait, les deux degrés de liberté du facteur inter, je les ai décomposés en autant de contrastes que nécessaire, de sorte de ne plus avoir qu'un seul degré de liberté. Et intuitivement, c'est assez logique, parce que si vous vous souvenez qu'en général, les degrés de liberté inter, c'est nombre de groupes moins 1, et quand je fais un contraste, surtout qu'on est dans une Jekyll-Mertz, qu'est-ce que je fais? Je compare deux ensembles, un groupe vs tous les autres. Et donc, nécessairement, 2 moins 1 égale 1. Ça va? Donc, il y aura toujours un seul degré de liberté associé au contraste. Ce qui fait qu'on a déjà plusieurs colonnes complétées. Maintenant, on va devoir compléter somme des carrés des écarts et carré moyen. Et pour ce faire, il suffit d'utiliser les deux lois que je vous ai rappelées. D'accord? On va commencer par le carré moyen de C1. Le carré moyen de C1, si vous pensez au ratio que je vous ai rappelé tout à l'heure, comment est-ce que je pourrais le trouver? Quelqu'un a une idée? Je vous ai rappelé la formule de la F tantôt. Comment est-ce que je calcule une F? Carré moyen de l'effet divisé par le carré moyen de l'erreur. Exactement. Donc si je regarde la F associée à C1, 14,295. Je vais la noter. 14,295. Elle est égale à quel ratio, cette valeur? Au numérateur, je vais mettre quel carré moyen? Je suis en train d'étudier quel effet ici? L'effet de cette contraste. L'effet de C1, exactement. Du coup, le carré moyen de cet effet, c'est le carré moyen de C1. C'est justement la valeur que je recherche, que je ne connais pas encore. Ok? Et au dénominateur, qu'est-ce que je vais avoir? Pardon? L'erreur inter, exactement. Donc 134,313. Du coup, qu'est-ce que je vais faire pour connaître le carré moyen de C1? C'est 14,295 fois 134. Exactement. 14,295 multiplié par le carré moyen de l'erreur. Et je pourrais faire exactement la même chose pour trouver le carré moyen de C2. D'accord? Je vous ai rappelé la formule. Quand même faire gaffe au timing, parce que vous pouvez commencer un peu en retard. Donc ça va. On a le temps. Jusque-là, est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, c'est normal que ce ne soit pas 100% clair dans votre esprit tout de suite. C'est vraiment très très important que vous refassiez ça chez vous à votre aise. Ça prend du temps. Vous voyez, rien que de l'expliquer, ça prend déjà du temps. Donc, imaginez le faire. Mais il faut passer par là. Si vous prenez le temps nécessaire pour le faire, vous n'oublierez plus jamais. Parce que c'est vraiment un exercice qui vous oblige à mettre en lien tous les concepts que vous connaissez et qui vous force à comprendre ce que vous faites. D'accord? Bon, il me manque encore les sommes des carrés des écarts. Et je vous propose qu'on commence par la somme des carrés des écarts de C1. À votre avis, quelqu'un a une idée de comment je peux la trouver? Multiplié par 1. Pardon? C'est 1920. Pourquoi vous me dites que c'est 1920?
Exactement. Carré moyen égale somme des carrés des écarts divisé par degré de liberté. Autrement dit, un nombre divisé par 1 doit être égal à 1920. Forcément, un nombre divisé par 1, ça ne change pas le nombre. Et donc, pour le coup, quand vous serez dans des lignes associées à des contrastes, la somme des carrés des écarts sera toujours égale au carré moyen, parce que chaque contraste est associé à un seul degré de liberté. Ça va? Il ne manque plus qu'une colonne, c'est l'après. Ça, je vous laisserai le refaire, c'est juste l'application de la formule que vous connaissez. Je vous rappelle juste que SCEC, c'est la somme des carrés des écarts totale. SCEA, c'est l'erreur qui persiste malgré la prise en compte du facteur, c'est donc l'erreur inter. D'accord? Et je pense que j'ai pas dit pour 4 et moins 15, ça c'est les valeurs qu'on avait trouvées la semaine passée. Je vous rappelle qu'on avait reproduit l'analyse en passant par le menu de la régression. On avait obtenu des valeurs dans la sortie coefficients. Ces valeurs, on les avait divisées par la racine de 2 parce qu'on avait 2 mesures répétées. C'est exactement les 2 valeurs qu'on avait trouvées dans l'équation du modèle augmenté. Ok? Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la variabilité intersujet? Intersujet. Parce qu'ici, on a la partie intergroupe et la partie intragroupe. On a les deux. Oui? Donc le total inter, ça correspond à la somme de carrés des erreurs de modèle compact. C'est ça? Ouais, c'est ça. Le 5000. Le 5000, c'est la somme des carrés des écarts. Et l'erreur inter, ça c'est la somme de carrés de modèle augmenté. Exactement. Alors attention, c'est vrai quand on prend les scores W, parce qu'on n'a pas encore la variabilité intra-sujet. D'accord? Donc c'est pas calculé au départ de toutes les observations, mais les scores W. Et le total préparation, ça c'est la somme de carrés de réduction de l'erreur. Exactement. Qui est comment on dit, divisé en 2 effets, l'effet de contraste 1 et l'effet de contraste 2. Vous avez tout compris. Donc, erreur inter, c'est intragroupe. L'erreur Et inter, tot c'est inter, intragroupe. C'est intergroupe. Et vous m'avez dit quelle ligne? Tot Inter, c'est intergroupe plus intragroupe. Intergroupe plus intragroupe. Puisque ça, c'est ça plus ça. Ah oui. Je vous rappelle aussi, tant qu'on y est, parce qu'on en aura besoin pour la suite, que les sommes des carrés des écarts, on peut toujours les additionner. Donc 5547, c'est bien égal à 3626 plus 1920,9. Ok? Alors si vous regardez C1 plus C2, 1920 plus 0,9, c'est bien 1920,9. On peut tout additionner. Ça marche aussi pour les degrés de liberté. Ça ne marche surtout pas pour les carrés moyens. Carré moyen, c'est bien somme des carrés des écarts divisé par les degrés de liberté. Ok? J'ai une question qui est peut-être pas liée à ce que vous expliquez maintenant, mais quand on lit le syllabus théorique, il explique une sorte de test omnibus qui regroupe les effets. Enfin, dans le syllabus théorique, ils disent que en fait, en SPSS, on reçoit un tableau qui regroupe certains effets, que ce n'est pas possible de distinguer parmi quelques effets. Ça s'appelle le test omnibus. À mon avis, vous parlez de la sortie ANOVA, la première oui, sortie. oui. Effectivement, la sortie ANOVA nous permet de savoir s'il y a un effet de la condition, l'effet du type de formation reçue, mais ça ne permet pas de distinguer les différents contrastes. À mon avis, vous êtes en train de faire la distinction entre la sortie ANOVA et la sortie coefficients. Mais ceci dit, n'hésitez pas à me montrer dans le syllabus pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Ça va, si vous voulez venir voir après tout, on regardera ça. Ok, donc là on a fait tout ce qui était variabilité intersujet, c'est-à-dire la différence entre les 3 conditions et entre les couples à l'intérieur des conditions. Il me reste une seule source que je n'ai pas encore étudiée, c'est la différence entre joueur 1 et joueur 2, c'est-à-dire la variabilité intrasujet. Vous allez voir que je vais faire un deuxième tableau et qu'ensuite je vais coller les 2 tableaux ensemble pour pouvoir avoir une ligne qui correspond enfin à toute la variabilité totale. Et comme je vous l'ai déjà dit, on en est là. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est malheureusement pas possible d'étudier cette variabilité intrasujet sur base de tout ce qu'on a déjà obtenu comme output. Pourquoi? Parce qu'en fait, SPSS ne fournit l'information sur la variabilité que par rapport aux effets par rapport aux facteurs qu'on lui a définis comme étant d'intérêt. Et nous, on n'a pas dit au programme qu'on s'intéressait à la différence entre joueur 1 et joueur 2. Au contraire, on lui a même fait comprendre qu'on ne s'y intéressait pas du tout en calculant un score W, c'est-à-dire en effaçant cette différence. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va refaire une ANOVA
dans laquelle on va faire comme si la différence entre joueur 1 et joueur 2 était un facteur d'intérêt. Donc attention, je ne suis pas en train de vous dire que tout d'un coup ça devient un facteur d'intérêt, mais on va donner l'illusion au programme que si. Comme ça, il nous fournira l'information qui se rapporte à la différence entre joueur 1 et joueur 2. Ça va? Et ça va me permettre de vous introduire le menu dans lequel vous devrez aller pour faire tant des ANOVA mesures répétées, plan croisé et plan mixte. Qui est le menu Analyze, GLM, Repeated Measures. Est-ce que vous avez tous ouvert la base de données ou pas encore? Je vous laisse une minute pour le faire alors. Et quand vous l'avez ouverte, pour rappel c'était tennis, eh bien vous vous rendez dans le menu Analyze, GLM, Repeated Measures. Pourriez me rappeler comment on voit, comment on remplace les numéros de condition par le... Alors, si vous allez sur View, Ah oui, c'était View. vous avez l'option Value Value Labels. Voilà. Merci. Voilà, il suffit de la cocher ou de la décocher. Donc, Analyze. Est-ce que vous y êtes tous? Non, Ok. non, j'y étais. Alors, il y a une petite nouveauté par rapport à ce que vous connaissez. Précédemment, qu'est-ce qu'on faisait quand on avait que des facteurs inters? Eh bien, on prenait la colonne, c'est-à-dire la variable qui se rapportait à ce facteur, et on la faisait glisser dans la zone facteur inter, between subject factor. Eh bien, forcément, c'est pas possible de faire la même chose pour les facteurs intra. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas une seule colonne dans la base de données qui correspond à mon facteur intra. Dans la mesure où tous les individus statistiques sont dans toutes les conditions en même temps, eh bien, je vais avoir plusieurs colonnes. D'accord? L'individu statistique 1, il a un score dans la condition performance joueur 1, mais aussi dans la condition performance joueur 2. Ça va? L'individu statistique, c'est le couple. C'est le couple, l'individu Il y a statistique. deux scores. Et donc, il y a 2 scores par individu statistique. Donc, en fait, ce que j'ai ici, c'est une première colonne qui me donne les scores de la VD au sein de la première modalité du facteur intra-joueur. Et ici, cette deuxième colonne qui est le score de la VD au sein de la deuxième modalité de ce facteur intra-joueur. Ça va? Donc, pour être sûr que ça soit bien clair, je vais ici faire une ANOVA dans laquelle je vais, bien sûr, mettre mon facteur groupe comme étant un facteur intersujet, mais en plus, je vais dire au programme que la différence entre joueur 1 et joueur 2 est aussi un facteur qui m'intéresse. Et ça, vous êtes bien d'accord que c'est un facteur intra? Parce que c'est le même individu statistique dans les deux conditions. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prévenir au programme que je veux créer un facteur intra qui est joueur. Mais comme il n'y a pas une seule colonne dans la base de données qui contient tous les scores de ce facteur intra, je ne peux pas simplement me contenter de faire glisser une variable à un endroit spécifique pour que le programme comprenne qu'est-ce que ma variable intra. C'est pour ça qu'il y a ce menu qui apparaît. Et dans ce premier menu, je dois juste donner un nom à ma variable et spécifier le nombre de niveaux. Donc là, je vais dire au programme, je vais créer un facteur intra-joueur qui a combien de modalités? 8. 2, exactement. Pour le nom, vous mettez ce que vous voulez tant que ça vous parle. Personnellement, je trouve que joueur permet bien de faire la différence entre joueur 1 et joueur 2. Et je spécifie qu'il contient 2 modalités. Ensuite, je clique sur Add. Et voilà, maintenant le programme sait que dans mon analyse, il y aura un facteur intra-joueur à 2 modalités, mais il ne sait pas encore ce que c'est. Ça, on va lui spécifier dans quelques instants. Ça va? J'ai pas vu ce que vous avez fait. Donc, j'ai noté le nom. Au-dessus, je l'ai appelé joueur. Voilà. Et juste en dessous, dans Number of Levels, j'ai mis 2. Et là, maintenant, vous cliquez sur Add et ça va s'ajouter là. Ça va? Oui. Donc maintenant que le programme a compris qu'il y aura un facteur intra, vous pouvez cliquer sur Define. Et vous voyez qu'ici dans la zone Within Subject Variable, il y a 2 zones avec des points d'interrogation qui se sont ajoutés. Ça, c'est lié à la manipulation qu'on vient de faire juste avant, en fait. Puisqu'on a dit au programme que le facteur intra aurait 2 modalités, le programme me prévoit 2 espaces
Et dans chaque espace, je vais devoir spécifier les scores de l'APD qui se rapportent à une des modalités de ce facteur. Ok? Le chiffre entre parenthèses, il correspond au code associé à chaque modalité. Ça, il faudra l'avoir en tête. Il faudra que vous vous souveniez dans quel ordre vous avez mis les choses. Parce que dans les graphiques, par exemple, eh bien, il mettra 1 et 2. Forcément, il ne va pas nommer les modalités, puisque voilà, il n'est pas capable de le faire sur base des informations qu'on lui donne. Ok? Donc, gardez bien en tête. Ici, pour le coup, on ne va pas se compliquer la vie. Je vais mettre le joueur 1 code 1 et le joueur 2 code 2. Ce que je viens de vous dire là sur l'importance du code, c'est surtout vrai pour les plans croisés et mixtes qu'on verra après. Parce qu'ici, on ne va pas s'attarder sur les graphiques et l'analyse complète, puisque mon seul intérêt, c'est d'étudier la variabilité liée à l'intrasujet. Mais pour la suite des exercices, ce sera important de garder ça à l'esprit. Alors jusque-là, est-ce que ça va pour tout le monde? Pas de questions? Tout va bien? Ok, là j'ai placé mon facteur intra. Je dois encore placer mon facteur inter. Et ça, c'est comme toujours. Je le fais glisser dans la